Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Setius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un jeu vidéo qui est sorti il y a exactement 7 mois. Warhammer Rogue Trader est l'un des rares jeux vidéo que j'ai terminé cette année et la raison est parce que j'étais très intrigué par ce jeu. Je suis pas fan de l'univers Warhammer 40 000, j'ai beaucoup de peine. À la base je voulais pas faire de vidéo dessus et finalement avec le temps on m'a convaincu de faire une coop. Malheureusement la coop a été un petit peu mise de côté, donc je me suis dit et si je partais sur une run solo, si je partais sur une run complète solo, et j'ai pris un pied absolu. J'ai pris un pied absolu sur ce jeu et clairement pour moi je pense que je le mets dans mon top 3 des meilleurs jeux de l'année 2023 parce que même si je l'ai fait en 2024, ça reste un des jeux de l'année 2023 et c'était quelque chose qui m'a profondément marqué. Voilà. Alors je dirais pas qu'il m'a autant marqué que Starfield m'avait marqué à l'époque, mais il m'a déjà beaucoup plus marqué que Baldur's Gate 3. Il m'a choqué, il m'a eu avec des plot twists, j'ai pas pu voir le scénar à l'avance. Et je pense que ça, c'est en partie au fait que je connais pas énormément bien l'univers, même si j'étudie un peu cet univers depuis que je suis sur Dawn of War. Pour moi, ouais, ce jeu est une véritable claque du début à la fin. Le combat au tour par tour est vraiment génial. Et je pense que, avant de m'étaler là-dessus, je vais parler des points positifs. Le combat tour par tour, il est tactique comme un XCOM et il est très viscéral, donc ce qui fait qu'il donne fortement envie. En plus de ça, il a un système de difficulté qui est quand même très très paramétrable, alors je crois qu'on ne le voit pas là. Non, on ne le voit pas. Et ce qui fait qu'on a quand même des trucs qui est relativement intéressant. On a une customisation de création de personnage qui permet de rendre le personnage assez unique, sur le fait qu'il est un psyker, sur le fait qu'il peut être un officier ou un commissaire et ce genre de choses. Ça permet de créer un peu le personnage qu'on veut et un personnage qui sera relativement différent avec des lignes de dialogue qui changent, justement. Alors, l'intrigue elle-même ne change pas, mais des lignes de dialogue qui changent. Ça me fait pas mal penser notamment à Baldur's Gate 3 durant tout l'acte 1, où on avait des dialogues relativement différents, même si fatalement ça changeait pas grand-chose. Le jeu est vraiment très intéressant là-dessus. Narrativement parlant, on est sur le meilleur jeu de l'univers Warhammer 40 000. Il n'y a pas à chier. La qualité narrative, les profondeurs et ce genre de choses. Et le roster. Alors, ça spoilera un petit peu légèrement, mais le roster, c'est quand même Tzeentch, Khorne, Slaanesh, Nurgle pour le chaos, les Worldbearers pour le chaos universel. On a déjà sur quelque chose de relativement complet. Les Drukhari qui ont quasiment tout leur roster, les Eldar qui font quand même une belle apparition, même s'ils sont extrêmement peu présents, les Genestealers qui font un caméo dans le jeu parce qu'ils vont surtout arriver avec le prochain DLC, les Necrons qui sont relativement présents, assez dur à battre. Et ça, c'est sans oublier les cultistes, les rebelles, le Dark Mechanicus, le Mechanicus qui lui et la présence aussi des Space Marines de l'Imperium, en allié, avec pas mal de créatures du chaos. Hommage au Meta Brutus, très très impressionnant, et ce genre de choses. Donc clairement, le roster, il est fat. Le seul jeu qui peut se permettre d'avoir un roster aussi gros, c'est Dawn of War Soulstorm. Sauf que Dawn of War Soulstorm est un jeu de stratégie qui a eu 3 extensions. Et il manque pas grand chose pour le dépasser. Hein. Je veux dire, ils ont juste à rajouter les orques ou les taux dans un autre DLC et c'est bon, je pense qu'ils le dépassent en termes de contenu. On est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif. En plus de ça, on a des batailles spatiales, donc on a 5 factions de batailles spatiales. Je vous garderai la surprise lesquelles en question, c'est relativement intéressant. Le jeu en plus se permet de proposer pas mal de nuances par rapport à l'univers de Warhammer 40 000 parce qu'on peut jouer le gentil de l'ennemi, le protecteur de l'humanité et en fait en général quand vous faites ça, le jeu vous met des gifles en disant
Ah, bon, vous jouez gentil, eh ben, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, on est dans Lumière Warhammer 40 000. On peut jouer gentil, il y a moyen de jouer gentil, avoir des bonnes formes, mais c'est relativement dur. En général, si vous jouez trop gentil, ce qu'ils appellent hope en anglais, ce qu'ils appellent iconoclaste en français, en général, ça va vous apporter des mauvaises fins, ou des mauvaises situations. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant, en fait. Le jeu offre autant de récompenses si tu joues hérétique que si tu joues dogmatique, que si tu joues iconoclaste. On n'est pas puni. On n'est pas véritablement puni pour avoir fait des mauvais choix et ce genre de choses. Par rapport à ça. Je trouve que c'est relativement équilibré. À part un passage en particulier dans le jeu où on perd des compagnons si on est hérétique. Sauf que justement c'est contrebalancé par à la fois d'autres compagnons et à la fois des choses relativement intéressantes, comme par exemple, comment on pourrait dire ça, comme par exemple le fait que je crois qu'on skip des boss assez relous, on n'a pas besoin d'affronter certains boss très relous, donc je trouve que ça compense la chose, donc c'est pas si dérangeant que ça quand même. Moi, je trouve quand même que le jeu propose pas mal de choix et de possibilités là-dessus. Pour le comparer un peu avec la concurrence, je dirais que au niveau des choix, des alignements et des conséquences, le jeu est moins poussé que Wrath of Zoraktos qui proposait une véritable rejouabilité. Et je dirais qu'il est quand même un peu plus poussé que Baldur's Gate 3, où fatalement Baldur's Gate 3, le choix se consistera majoritairement sur le fait veux-tu avoir cette quête d'accessible ou pas pour le prochain chapitre. Pas beaucoup de conséquences au niveau des choix dans Baldur's Gate, c'était pas mal, mais pas énormément. Rocktrader pousse déjà beaucoup plus le vice par rapport à ça. Et je me suis senti assez mal au niveau des choix que j'ai fait par le passé par rapport à ça. Donc franchement... Ouais. Donc combien d'heures j'ai pris pour finir le jeu? 2 jours et 10 heures, donc soit 58 heures. J'ai pris à peu près 60 heures pour finir le jeu, mais il faut savoir que, vu que j'avais déjà bien entamé le jeu sur une autre run, j'ai un peu extrêmement rush l'acte 1, donc je pense qu'il faut compter 65 heures, 70 heures pour quelqu'un qui est rapide comme moi. Il faut savoir que je ne suis pas représentatif de ce style de jeu, parce que tout simplement, Baldur's Gate 3, la première fois que je l'ai fait en 45 heures, donc en ayant fait quasiment toutes les quêtes. Donc là, pareil, je pense sincèrement que Rocktrader, si j'aurais plus poncé le jeu, si j'aurais un peu plus profité du jeu, et que je n'aurais pas, bien sûr, mon expérience de Pathfinder, je pense que j'aurais mis facilement 20 à 30 heures de plus. Voilà, ça c'est pour ce qui est des qualités, ce genre de choses. Vraiment, le jeu, en termes de gameplay, il est vraiment très très fun. Moi j'ai vraiment passé un excellent moment. Je me suis pas fait chier, comme c'était le cas sur d'autres jeux et ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était assez équilibré. Le jeu était à la fois dur et à la fois simple. À noter qu'il y a quand même le passage de Frat 2, que vous saurez de quoi je parle quand vous ferez le jeu. Je trouve que le pic de difficulté, il explose. En tout, vous passez à faire des quêtes où les mobs, ils ont 1500 PV, grand max, tout et tout. Tout d'un coup, vous arrivez devant un mob à 2800 PV, vous arrivez devant un mob à 6000 PV, vous dites « Ouais, mais c'est quoi la surenchère de PV qu'est-ce qui s'est passé avec qui font extrêmement mal ?» et autres. Et j'ai un peu l'impression que là, j'ai eu un souci de build. Et ça va me permettre de parler de l'autre problème du jeu, qui est l'équilibrage des compagnons. Tous les compagnons de Baldur, de Rocktrader je veux dire, tous les compagnons de Rocktrader sont uniques. Ils ont des spécificités qui sont propres à eux, même si tu as certains compagnons qui sont capables d'être refaisables via le système mercenaire. Je pense par exemple à Abelard ou encore à Heinrix Van Kalox. J'ai pas l'impression qu'ils sont très différents. J'ai vraiment l'impression que c'est assez basique et que c'est faisable de les refaire correctement. Voilà. Ça, c'est pas le problème. Cependant, il y a Argenta qui possède des capacités uniques.
Idira qui possède la capacité du Psyker non assermenté que vous pouvez débloquer avec votre personnage principal à partir du niveau 40. Mais là on a vraiment un Psyker non assermenté dès le level 1, donc ça fait vraiment un gameplay très unique par rapport à cela. Et de l'autre côté, justement, nous avons d'autres compagnons qui sont uniques, comme par exemple Irilette ou Marazai ou Ulfar, mais ils sont uniques mais très limités. Sur le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de capacités uniques, ils en ont beaucoup moins que la sœur de bataille ou le Mechanicus par exemple. Je trouve que c'est quand même vachement moins varié. Et c'est quand même relativement dommage. Voilà. Et le personnage qui par contre a eu un amour de la part des développeurs, un amour tellement magistral qu'il a eu droit à sa propre statuette, qui est Cassia Orsellino. Et Cassia Orsellino, c'est quelque chose d'assez relativement incroyable parce qu'elle a au moins 50 capacités. Elle a vraiment un arbre qui est hyper complet, tellement complet qu'on se demande si ça ne devait pas être une classe jouable à la base ou si ça ne devait pas être un DLC tellement que c'est infâme. Et le personnage est hyper puissant. Le personnage est tellement puissant qu'en fait, je n'ai pas de honte à le dire, que sans ce perso, je n'aurais pas pu finir le jeu. Je me serais fait défoncer. Mais défoncer la tronche puissance 1000. Et clairement, l'équilibrage est peut-être le plus gros problème avec ce jeu, sur le fait que Cassia est beaucoup trop puissante et qu'elle mériterait peut-être un gros rééquilibrage du personnage. Mais son équilibrage vient surtout en fait de plusieurs de ses capacités. Notamment la première qui est maîtrise du temps, qui fait que chaque fois qu'elle attaque, elle augmente sa puissance. Donc en fait il suffit juste de lui mettre un outil d'opérateur, vous la faites attaquer 7 à 8 fois en un seul tour, ses capacités elle augmente. Après je ne parle même pas de sa capacité révéler la lumière qui est complètement infâme. Bien sûr, en traînant sur internet et en parlant à un pote à moi, il s'avère que les 3/4 des compagnons souffrent peut-être d'un léger problème d'équilibrage, mais c'est surtout flagrant avec Cassia à mon sens, qui n'importe qui peut rouler sur le jeu avec. Voilà. Je trouve donc que ce jeu par contre ne s'adressera pas à tout le monde, parce que le jeu est relativement dur. Je crois de ce que j'ai vu, le pourcentage de succès est un peu plus élevé que Pathfinder. Il est un peu moins élevé que Baldur, ce qui est d'ailleurs assez surprenant, vu que Rogue Trader est quand même beaucoup plus long que Baldur. Je suis quand même relativement surpris, et surtout beaucoup plus dur, je suis quand même relativement surpris de voir un 14,5% de souvenirs Baldur c'est 17. Ouais, c'est assez choquant même. C'est assez choquant par rapport à ça. Et je ne parlerai même pas de la fin secrète qui est presque au 10%, ce qui est quand même assez surprenant. Voilà. Fin secrète osée au passage, fin secrète osée, le boss de fin très osé. Clairement, à moins de vous faire spoiler, à aucun moment je n'ai pu supposer que c'était ça le boss de fin. Voilà. Vraiment très intéressant. Vraiment, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre pour donner un peu plus d'avis là-dessus? Je pense que je vais vous donner 7 avis supplémentaires. Les défauts. Parce que Rogue Trader en a. Alors, mis à part l'équilibrage, mis à part le Euphrat 2 qui pour moi est un problème qui peut être patché avec le temps, je ne peux pas parler de bugs parce que j'en ai pas eu un seul. Le fait d'avoir fait le jeu 6 mois après, ça a certainement fait beaucoup de bien. Mais on va quand même parler de 2-3 petits défauts. Le premier, c'est le manque de contenu dès qu'on arrive à l'acte 4. Dès qu'on arrive à l'acte 4, il y a un espèce de creux de contenu, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire. Je savais pas quoi faire en fait. Je me suis retrouvé dans une situation et je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Comment je me débrouille? Voilà, j'ai eu ce problème-là. J'ai eu ce problème-là qu'est-ce que je fais maintenant? Tout va pour le mieux. J'avais l'air un peu con, quoi. Donc déjà, il y a ça, il y a ce problème-là. Acte 4, l'acte 5, on est sur définitivement le classico All 4. L'acte 5, c'est surtout la dernière phase du jeu, quoi. Je veux dire, l'acte 5 comporte 3 quêtes, quoi. 2 quêtes de compagnons et la quête finale. Voilà, littéralement, 3 quêtes, 3 secteurs.
ça se remplit assez vite. Donc ouais, je sais pas quoi réellement penser de tout ça par rapport à ça, et je pense que rajouter du contenu à l'acte 4, via les DLC déjà, via les DLC je pense qu'on aura du contenu à l'acte 4, rajouter des systèmes aussi, rajouter des systèmes à l'acte 4, je pense que ce serait pas un mal en soi, pour permettre de rajouter pas mal de contenu, parce que c'est vrai que dans l'acte 3, enfin dans l'acte 2, je veux dire, dans l'acte 2 on peut quasiment débloquer toute la map, hein. Donc déjà rien que ça, ça facilite pas mal de choses. L'autre petit point que je dirais, le problème c'est les rencontres aléatoires. Ces rencontres aléatoires peuvent être bien gérées avec ces fameux systèmes de lignes, de routes comme de routes et ce genre de choses que vous pouvez gérer. Le problème c'est que c'est assez nébuleux à comprendre ce système de route. Donc peut-être un peu mieux adapter ce système de route ou donner un peu plus de points de navigateur pour permettre de stabiliser les routes, ça peut être relativement cool. De nouveau, ça c'est un problème qui se règle avec la Toybox, mais c'est quand même relativement dommage. Il faut quand même que je le note. L'autre point que je pourrais mentionner, c'est le système d'alignement. Le système d'alignement qui est, on va pas se mentir, c'est vraiment un truc proche à la Pathfinder. Vraiment, on est sur un truc très con, hein. Loyal, neutre, chaotique. Voilà, c'est littéralement ça. On va pas se mentir. Ça permet d'avoir des choix uniques, des choix exclusifs, des nouvelles possibilités, ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant au niveau des choix, des conséquences et ce genre de choses. Mais de nouveau, si on n'a pas suffisamment de points, on est loqué au niveau du choix. Et c'est chaud, quoi. Et c'est chaud. Je me suis retrouvé à un passage, il me manquait 10 points. Juste 10 points. Parce que j'ai eu le malheur d'avoir fait 2 choix dogmatiques dans le jeu. Voilà. Je sais que ce problème se réglera avec les DLC parce qu'on aura plus de points iconoclastes, dogmatiques, hérétiques avec les DLC. Mais bref, il pourrait quand même se montrer un peu plus généreux avec les points. Ce serait pas trop méchant. Voilà, c'est vraiment des problèmes mineurs. Et maintenant, je vais parler d'un autre souci. Un tout petit souci pour moi. C'est la présence de l'antagoniste du jeu. Dans Kingmaker, le roi lanterne, il est mis en avant dès l'acte 1. Dans Vras, Arushalae apparaît hyper tôt dans l'histoire afin de préparer le joueur. Là, l'antagoniste, c'est particulier parce que je sais pas réellement dire qui est l'antagoniste du jeu. Est-ce que c'est le boss de fin? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est les Drukhari? C'est vraiment particulier. On incarne vraiment un rogue trader qui vit sa propre vie et qui se retrouve à régler des problèmes dans sa vie. On n'a pas cette impression. On n'a pas cette impression que c'est un méchant emblématique que tu dois traquer et que tu dois absolument arrêter. Je trouve que c'est relativement chill. Et mon souci, c'est la présence du chaos en tant qu'antagoniste. Parce que toute la communication nous dit vous allez affronter Tzeentch, vous allez affronter le culte de Tzeentch et ce genre de choses. Ce qui est vrai, dans l'acte 1, c'était le cas. On affronte son culte dans l'acte 1, mais dès qu'on arrive à l'acte 2, le chaos, ils essayent un petit peu de se disperser pour se varier, ce qui est très cool, ce qui est très très cool. Mais cette dispersion fait que l'acte 2, mis à part quelques caméos du chaos dans une quête et une quête centrée uniquement là-dessus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de plus. Donc voilà, c'est ça un peu mon souci, on va dire. C'est que je me suis dit, pourquoi le chaos est finalement si peu mis en avant comparé aux Drukhari, par exemple. Les Drukhari, ils ont carrément... l'arc Drukhari est hyper long, par exemple. Genre l'acte 2, la moitié de mon taux d'heure de l'acte 2, j'ai passé à traquer du Drukhari pour la quête principale. L'acte 3, c'est littéralement que du Drukhari. Et même l'acte 4, j'ai bouffé pas mal de Drukhari et ce genre de choses. Et finalement, les conséquences de l'acte 1, c'est lié au Drukhari. Donc je suis en train de me dire, les développeurs voulaient pas faire un jeu centré sur les Drukhari,
et qu'en fait Game Workshop leur a fait un gros stuff, vous mettez non, vous faites un truc centré sur le chaos. Et des fois je me suis posé la question s'il n'y a pas eu une embrouille là-dessus. Voilà. C'est la seule chose que je dirais dessus, je ne veux pas trop spoiler l'intrigue et ce genre de choses, mais ça m'a rendu perplexe. Ça m'a rendu perplexe sur le fait que j'ai l'impression que Rogue Trader se cherche un antagoniste, mais il sait pas où il est. Il sait pas où il est en fait. Voilà, c'est assez particulier. Au moins ça nous donne des ennemis variés. Ça nous donne des ennemis variés, mais c'est vrai qu'on est très très loin d'une campagne narrative très classique. Je pense par exemple à Baldur's Gate 3, où dans Baldur's Gate 3, on sait que les antagonistes, c'est le triumvirat des dieux morts, et on apprend dès le début de la partie que c'est le triumvirat des dieux morts, et on doit les neutraliser, puis après, t'as le plot twist, qu'en fait c'est pas eux, mais c'est un truc encore au-dessus. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, dans Rogue Trader, le jeu te met en avant le culte de Tzeentch, mais finalement, c'est pas le culte de Tzeentch, finalement, c'est plus un ensemble chaotique qu'on affronte, et en incluant bien sûr les Drukhari, et en incluant même des Eldar, même en incluant même des Necrons. Donc finalement, ouais, j'ai plus l'impression que c'est le libre marchand qui vit sa propre vie, qui profite de sa vie tranquillement, tout et tout, et qui se retrouve à faire des espèces de ça fait très JDR hein, finalement, ce qui est pas con hein, parce que c'est un JDR Rogue Trader, mais ça fait très JDR où tu suis pas une campagne scénarisée, mais tu vis ta propre vie, et tout d'un coup, lancer de dés, vous êtes attaqué par des Eldar, vous avez un problème avec les Necrons, en fait un culte de Tzeentch vous attaque. Voilà, on a plus cette impression d'aléatoire, c'est assez particulier. Mais je vais vraiment pas trop en parler parce que déjà je trouve que j'en ai trop dit. Je trouve que j'en ai beaucoup trop dit. Donc moi je vais vous dire à plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était mon avis sur Rogue Trader. Vous savez que j'aime bien mettre des notes. Donc, pour sa qualité narrative, le fait qu'il a l'une des meilleures OST que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Hein. Franchement, pour moi c'est pas compliqué. Il n'y a que l'OST de Wrath of the Righteous qui est au-dessus ces dernières années. Clairement, on ne pourra pas faire mieux. Pour moi, un meilleur OST de Rogue Trader. Franchement, si en tant que jeu vidéo Warhammer 40 000, je vais être honnête, en tant que jeu vidéo Warhammer 40 000, ça veut dire que si je le mets en concurrence avec les autres jeux vidéo Warhammer 40 000, le jeu se prend un 19,5 sur 20. Voilà. Le 0,5, c'est juste à cause que le tour par tour est un peu lent parfois. C'est tout. Parce que moi, je suis presque à lui mettre un 20 sur 20, le jeu. Hein. Parce que la représentation de l'univers Warhammer 40 000, les possibilités, les choix, le taux de compagnons, non, mais on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux pour la représentation Warhammer 40 000. C'est le meilleur jeu de l'univers Warhammer 40 000. Par contre, en tant que CRPG, en tant que jeu vidéo qui souffre de quelques petits soucis, de quelques petits éléments scénaristiques qui sont un petit peu mis de côté rapidement, d'un chapitre 4 un petit peu faible, et d'une fin de chapitre 4 un peu déséquilibrée, je lui mettrais, je pense, à un 18 sur 20. Vraiment, je me vois pas mettre plus bas. La musique est tellement excellente, le combat est tellement excellent et fun, les possibilités d'action sont tellement intéressantes. Je veux dire, je dis ça en tant que quelqu'un qui aime pas Warhammer 40 000. J'avais envie d'aller au bout, j'avais envie de tout découvrir. Et là, franchement, j'ai juste envie de relancer le jeu. J'ai juste envie de lancer une nouvelle partie. Je me suis dit, mais pourquoi je m'arrêterais là? Pourquoi je recommencerais pas une partie et j'essaierais pas de faire une partie parfaite en réglant ce qui n'allait pas? Et voilà, je suis à ce point-là. Et en général, quand un jeu vidéo me fait ça, c'est que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il faut dire le terme. Voilà. Parce que là, c'était pas une envie comme Baldur où j'avais envie de recommencer parce que pour m'occuper ou pour tenter de découvrir des secrets. Là, j'ai vraiment envie de découvrir d'autres fins, d'autres possibilités, de tester des builds, de tester des gameplays. J'ai vraiment envie de tout découvrir et ça me rend, je trouve ça hyper intéressant et vraiment le jeu était vraiment génial et je le recommande vivement à tous ceux qui sont fans de Warhammer 40 000, achetez ce jeu. Ce jeu me donne 10 fois plus envie que Space Marine 2. Bon après, je suis pas fan des Ultramarines, ça aide pas. Voilà, clairement, je m'arrête là. J'en profite aussi pour dire que merci pour les 400 abonnés, ça fait plaisir. À la base, je voulais partir sur un Let's Play Rogue Trader, mais
Rogue Trader, il est hyper fat et il se passe vraiment pas grand chose. Voilà, contrairement à Baldur, Baldur est un peu plus rythmé dans le sens où un combat ne prendra pas 1 heure. Dans Rogue Trader, j'ai des combats qui me prennent 1h30, 2 heures. Voilà, je dirais que c'est plus rythmé, dans le sens vidéo, c'est un peu plus rythmé. Moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà, bref, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre. Et je pense sincèrement que si j'étais pas autant biaisé par mon avis sur Starfield et les possibilités d'action sur Starfield et ce genre de choses, en tant que vieux fan Bethesda de 20 ans, je pense que j'aurais qualifié Rogue Trader de meilleur jeu de l'année, le jeu de l'année 2023. Pas de problème là-dessus. A plus tout le monde, c'était Pharaoh Sadius.